Troisième partie. Délégation du pouvoir provincial et dynastie de gouverneurs. Nota bene. Il faut souligner qu'a priori, déléguer le pouvoir n'équivaut pas à partager le pouvoir et n'implique pas de dilution du principe monarchique de la prise de décision. Dès les premières années après la conquête, le risque de dissolution de l'unité de la Oumma se fit bien réel, sous la forme du spectre d'une dislocation provinciale. Elle obéissait à l'effet de puissantes forces centrifuges, découlant à la fois de l'environnement culturel et administratif distinct de chaque territoire, mais aussi des intérêts propres des émirs de la conquête et de leurs clans et affidés avides de le conserver et en mesure d'utiliser les fortunes amassées lors de la conquête. L'hétérogénéité des substrats linguistiques, religieux et bureaucratiques des provinces d'Égypte, d'Irak et de Syrie, puis du Khorasan, d'Afrique et d'Espagne, jouèrent un rôle inverse de celui qui présidait au maintien de l'unité politique des territoires conquis sous l'autorité califale. Petit 1. Les premières principautés. Les premiers généraux conquérants, ou émirs, amir, furent en théorie directement nommés par les commandeurs des croyants, Amir al-Mouminin, Abu Bakr, puis Omar. Ils furent bientôt en mesure de s'approprier certains territoires conquis, à l'instar du cas archétypal de Amr ibn al-As, en charge de la Palestine et qui prit de son propre chef l'initiative d'envahir l'Égypte. Les témoignages documentaires suggèrent à minima une grande autonomie dans l'organisation de cette conquête et dans la fondation de Fustat. Concurrent sérieux pour l'autorité du califat médinois, il fut évincé par Othman dès 646. Cependant, il fut en mesure d'en reprendre le contrôle en 657 en échange de son appui à Muawiyah contre Ali. Ainsi, de rival de la dynastie omeyyade, il en était devenu un allié essentiel et stratégique. Mieux, il est le premier gouverneur à avoir imposé la succession de son propre fils sur sa wilaya en 663-664. Toutefois, le calife de Damas fut en mesure de le remplacer rapidement et évita ainsi une indépendance de facto de la richissime province du Nil. En Irak également, le conquérant de Ctésiphon, Saad ibn Abi Waqqas, fut destitué peu de temps après l'avènement de Othman, afin d'éviter le risque de scission. Le premier calife omeyyade le remplaça alors par son demi-frère maternel. Cependant, le nord de la Syrie fut investi au fils d'un autre conquérant, Khalid ibn al-Walid, qui fut également remplacé pendant le règne du Soufianide. Muawiyah lui-même était le frère cadet d'un autre général de la conquête, Yazid ibn Abi Sufyan. Et après une période quelque peu discrète, il fut nommé par Othman à Damas. Puis, s'avérant un atout familial incontournable, il agrégea peu à peu sous son autorité tous les jound, les districts militaires, du Bilad Shem, la Grande Syrie. C'est ainsi d'abord par un mécanisme d'indépendance provinciale que commence le califat omeyyade à Damas. Le règne de Muawiyah consiste avant tout en une sécession territoriale syrienne. Comme celui de Ali, il fut une sécession des troupes et du revenu de l'Irak. Ainsi, le défi des dynasties centrifuges n'est pas seulement théorique, il est à l'origine même du phénomène dynastique étudié dans les deux premières parties. Après la chute des Halides, les territoires de l'ancien empire sassanide passèrent bientôt un à un sous l'autorité d'un gouverneur du Fars, puis de Basra, d'origine obscure, Ziyad, fils de son père. Il atteignit une position tellement éminente à la tête des troupes irakiennes qu'il fut reconnu en 665 par Muawiyah comme son propre frère paternel. Il devint ainsi Ziyad ibn Abi Sufyan. Un acte d'adoption à la romaine, théoriquement illégal en vertu du droit coranique, qui fut déguisé en une reconnaissance de paternité post-mortem. Par ailleurs, cet acte contribua grandement à la formation du principe dynastique soufianide. D'une part, son adoption officialisait son statut de vice-roi ou de gouverneur général de l'Orient, en le rattachant à la logique dynastique des fratries évoquée en partie 1. Réciproquement, le rattachement fictif de Ziyad à la famille omeyyade ne permit pourtant à Muawiyah que de clamer son autorité sur l'Orient, mais nullement d'en reprendre le contrôle effectif. Le gouvernement général de la partie sud de l'espace sassanide fut bientôt étendu aux zones dépendant de Koufa, ce qui consistait à restaurer l'unité de l'espace sassanide à l'avantage de Ziyad. Ce potentat local fut alors le premier à parvenir à assurer la succession dynastique de son fils, Abd-Rahman ibn Ziyad. Ce dernier constitua ensuite la pièce maîtresse de l'alliance pro-omeyyade pendant la deuxième fitna, mais échoua en 686 à reprendre l'Irak, qui était tombé aux mains des Oubeyrides, puis des pro-Halides. Ces derniers aussi avaient à leur côté de puissants notables tribaux, notamment Malik al-Ashtar, dont le fils Ibrahim forma une principauté vassale de Koufa, en Haute-Mésopotamie, pendant le gouvernement d'Al-Mukhtar, en 686-688.
Petit 2. La cogestion ou les apanages entre frères. Comme Muawiyah et son frère fictif, Ibn al-Zubayr avait confié l'Orient ex-sassanide à son frère, Mus'ab. Abd al-Malik l'imita à son tour, en y nommant en 692 son propre frère, Bishr. Ainsi, la logique des fratries ne valait donc pas seulement pour la succession au califat, comme vu en partie 1, mais déjà dans l'administration des provinces. Abdelaziz reçut alors l'Égypte en garantie de son contrat de succession. Le cadet Mohammed prit en charge le nord de la Syrie et l'Arménie. Cette méthode de sous-traitance de la restauration politique et de la reconquête militaire était efficace. Elle s'associa bientôt à la distribution aux membres de la famille marouanide de concessions foncières ou fiscales à exploiter et valoriser, les iqta, système qui prend le nom de patrimonialisme. Il est parfois analysé comme une répartition d'apanage, comme autant de compensation pour la centralité califale du pouvoir. D'autres chercheurs accentuent au contraire une interprétation portant sur la cogestion fraternelle, Abd el-Malik n'administrant en propre que l'émirat de Syrie centrale. Cette sous-traitance avait néanmoins certaines limites, puisqu'elle rendait possible une dislocation du Dar al-Islam en plusieurs principautés marouanides, avec leur propre logique dynastique interne potentielle. Abd el-Malik réagit d'abord en installant un de ses hommes liges, sans lien de sang, en Irak en 695, Al-Hajjaj ibn Yusuf. Contrairement aux frères marouanides, ce proche était dépendant de la famille sans toutefois pouvoir y être intégré. Il ne pouvait pas concurrencer le calife à l'intérieur de la fratrie dynastique. Al-Walid dut limoger à son tour son oncle Muhammad en 709 et le fit remplacer par un de ses demi-frères. Il ne parvint pourtant pas à éviter l'ancrage d'une dynastie marouanide rivale en la personne de son fils Marwan, le futur calife de 744 à 750. Les califes marouanides préféraient revenir le plus possible à la nomination directe de gouverneurs issus du rang ou de familles de notables traditionnels liés aux troupes comme relais claniques via des alliances tribales. Assurer l'alternance régulière des uns et des autres permettait de jouer les clans et leurs factions, Yémen et Qais, les unes contre les autres, à condition toutefois d'être en mesure de conserver un équilibre et de limoger rapidement. Or, la chute des Marouanides dans les années 740 découle largement d'un déséquilibre entre les factions, devenu intolérable. Yémanites et Qaïsites se mirent en position d'imposer leurs candidats et donc de décider de la succession dynastique. La révolution abbasside prit elle aussi sur le désarroi des factions Yémen de Syrie et d'Irak, mais aussi sur la décomposition provinciale consécutive de l'affaiblissement du pouvoir central après le putsch de 744. Chaque région avait alors de facto un gouvernement autonome, des califats khaligites indépendants au Maghreb, à Mossoul et à Oman, un mouvement pro-hachimite au Khorasan, et finalement des factions andalousiennes qui portèrent bientôt un émir omeyyade sur le minbar de Cordoue. Les révolutionnaires hachémites étaient eux-mêmes handicapés par l'existence d'un pouvoir khorassanien indigène en la personne d'Abou Muslim. Avant son élimination par Al-Mansour, il continua à menacer l'unité politique du califat issue de la Daoula de 749. Finalement, la famille abbasside administra à son tour les territoires centraux du califat, Égypte, Syrie, Irak, en reproduisant l'exemple de Abd el-Malik en son temps. Les provinces furent distribuées en apanage aux frères et oncles du calife. Le gouverneur de Syrie d'Al-Mansour, à partir de 755, son oncle Salih, constitua une dynastie locale, tellement attachée au territoire et tellement liée aux troupes arabes locales, que ses successeurs continuèrent à y nommer ses fils comme gouverneurs, et ce jusqu'au début de la 4e fitna, apparaît 809. Petit 3. Les Émirats du 9e siècle. Ce moment de la 3e fitna constitue ici aussi une rupture. L'homme fort du nouveau régime, Tahir, était d'origine obscure et de langue perse. Cependant, il fut l'homme fort de la dynastie, notamment entre 814 et 818 dans toutes les provinces d'Occident, administrées depuis Raqqa. Il parvint à imposer que ses fils lui succèdent, l'aîné commandant l'Égypte et le cadet la Syrie, jusqu'à la fin des années 820, tandis que lui-même était nommé au Khorasan. Ils y établirent une gigantesque principauté dynastique jusqu'à la fin du IXe siècle, lorsqu'ils furent eux-mêmes subjugués par de puissants émirs locaux, qui fondèrent leurs propres dynasties émirales, les Safarides et les Samanides. De même, en Afrique, le gouverneur nommé en son temps par Haroun, Al-Arlab, n'était plus accessible à l'autorité califale. Il parvint à profiter des troubles pour s'ériger en émirat indépendant et cesser de verser l'impôt au pouvoir central. Selon la même chronologie, ses descendants furent subvertis au début du Xe siècle par un mouvement indigène qui invita une dynastie alide à proclamer son propre califat, les Fatimides. Quant aux Idrissides du Maghreb extrême et aux Omeyyades d'Espagne, ils n'avaient plus, pour l'unité de la Oumma,
qu'une reconnaissance de principe de l'existence d'un commandeur des croyants à Bagdad, avec lequel les relations diplomatiques étaient réduites au strict minimum. Les seconds proclamèrent leur propre califat au lendemain de celui des Fatimides. Même dans le nord de l'Empire, au plus près de Raqqa et de Bagdad, les seigneurs tribaux locaux obtinrent régulièrement la succession de leurs fils sur leurs provinces, lesquelles se transformèrent de facto en principautés tribales, à l'origine notamment de l'émirat hamdanide du Xe siècle. Pour autant, les territoires centraux de l'Égypte, de la Syrie et de l'Irak avaient été repris en main par le pouvoir central, sous Al-Ma'moun. Son frère Al-Mu'tasim s'imposa à la succession grâce à l'appui de ses troupes de mercenaires turcs et de ses généraux transoxians. Son armée servile de Roulam fut installée tout autour de son complexe palatial à Samarra, en amont de Bagdad, durant les années 836-861. Pourtant, le pouvoir califal y devint rapidement l'otage des officiers issus du rang, lorsque peu de temps après, ils eurent atteint les plus hauts grades de généraux. Comme l'explique Al-Balawi, que nous avons vu en TD, la rétribution des gouverneurs de province avait été régulièrement versée à travers des concessions de terres à exploiter, directement ou sous forme d'affermages fiscaux. Ces donations, héritières des systèmes patrimoniaux marwanides et abbassides, consistaient en cessions d'Irqta. Ces investissements, longtemps monopolisés par des princes de sang, étaient théoriquement viagers, et de même que les postes d'émir n'étaient pas supposés transmissibles aux héritiers de la famille. Pourtant, les deux principes commencèrent à s'imposer en raison du rapport de force défavorable pour les califes. Petit 4. L'anarchie de Samarra, 861-870, et la dynastie turque des Toulounides. Les émirs des juntes militaires de Samarra commencèrent à s'affronter pour le pouvoir, utilisant la faiblesse du principe patrilinéaire et l'absence du droit d'aînesse, ainsi que les théories sur le tyrannicide et le principe électif, pour assassiner et renverser les califes de leurs ennemis. Les commandeurs des croyants n'étaient plus simplement les têtes de proue de lutte de succession entre factions arabes régionales, mais cette fois directement entre officiers turcs, entre quartiers dans la zone des palais. Pendant la période d'anarchie des années 860, la nomination califale d'un membre de la famille abbasside ne constitue plus guère qu'un outil pudique de légitimation pour tout usurpateur tyrannique. Pour autant, c'est sans doute à cette époque que le principe même de la stature universelle d'un pontificat spirituel fut théorisé par toutes les écoles juridiques, alors que les héritiers à l'imamat duodécimain disparaissaient. Les émirs turcs avaient aussi pris l'habitude de se répartir les provinces et d'y nommer, comme les apanagistes abbassides dans leur temps, des subdélégués issus de rangs inférieurs. Bientôt, un certain Ahmad ibn Touloun fut en mesure de concentrer le pouvoir militaire et la recette fiscale et de prendre son indépendance en Égypte. Durant les années 870 et 880, les esclaves Zanj eux-mêmes fondèrent leur propre anti-califat dynastique dans le sud de l'Irak, tandis qu'une famille de petits bourgeois du Sigistan, les Safarides, prirent rapidement le contrôle du monde iranien. Profitant de cette déstabilisation, Ibn Touloun s'empara de la Syrie et affirma plus encore son autonomie au moment d'imposer son fils comme héritier. Reconnu de facto comme le vice-roi de tout l'Occident, il entreprit la construction de sa propre capitale et d'une nouvelle grande mosquée, où il fit associer son nom à celui du calife, et même maudire celui du frère du calife, Al-Muwaffaq, mort en 891, qui commandait effectivement l'Irak. Il avait pourtant encore besoin de l'officialisation de la présence d'un pontife fantoche à ses côtés. Il tenta de faire conduire le calife de Samarra jusqu'à Raqqa. L'échec de cette entreprise, en 883, aboutit à un affaiblissement du régime émiral de son fils, et l'Égypte, ainsi que ses revenus fiscaux de premier ordre, finit par revenir sous le contrôle du pouvoir central à la toute fin du IXe siècle. Cependant, quelques décennies plus tard, une nouvelle dynastie émirale les remplaça, elle aussi d'origine turque de Transoxiane, les Irchidides. Au Xe siècle, les émirs provinciaux de l'Iran occidental et de la Syrie du Nord et de Haute-Mésopotamie, eux-mêmes, instaurèrent des dynasties officiellement reconnues, recevant successivement le titre nouveau de grand émir, que les bouyeides se transmirent comme un titre de propriété royale. Le principe dynastique s'était diffusé dans tout le Dar al-Islam, et s'il constituait l'armature du califat abbasside, il ne conférait plus aucun pouvoir effectif sur une civilisation islamique désormais polycentrique.